Bonjour tout le monde, troisième partie de l'émission Entrée Sansonnets. On accueille Thibaut Kalbacher qui est membre de l'équipe d'Entrée Sansonnets. Il a commencé la semaine passée à nous présenter ses reportages sur les vertus des plantes médicinales. Cette semaine, il a amené avec lui une invitée de marque, une dame de qui il a aussi beaucoup appris sur ces plantes. C'est Madame Germaine Cousin-Zermatten qui a écrit 2 livres à ce sujet. Bonjour Germaine. Bonjour Alexandra. Bonjour Thibaut. Bonjour Alexandra, bonjour Germaine. Bonjour Thibaut. Alors Germaine Cousin-Zermatten, chère Alexandra, fait un travail fantastique, un travail que je qualifierais d'ethnobotanique, puisqu'elle s'intéresse aux relations entre les montagnards et les végétaux, et plus particulièrement aux recettes culinaires et médicinales concoctées à partir de ces plantes sauvages. Elle nous fait partager ce patrimoine, ses connaissances dans 2 ouvrages. Voici le premier, il s'intitule « Recettes santé de nos grands-mères » aux éditions monographiques. C'est un livre sur les recettes médicinales, Germaine. Oui, c'est surtout un livre pour soigner la santé. Ce sont beaucoup de recettes de prévention, parce que c'est très important de faire de la prévention. Et le second, un ouvrage coécrit avec votre fils, Germaine, Raymond Cousin, qui s'intitule « Saveurs et vertus des plantes sauvages, recettes et teintures » aux éditions Alternatifs. Bon, alors là, c'est vraiment un livre de cuisine, mais vous mettez quand même en garde les lecteurs sur les dangers des plantes. Ah oui, parce que dans la nature, on trouve beaucoup de plantes toxiques. C'est très important de bien les connaître. On ne cueille que celles qu'on connaît. Et croyez-moi, il y en a bien assez et facile à reconnaître. Super, d'ailleurs vous êtes là aussi aujourd'hui pour nous parler de votre 3e livre qui s'intitule « L'influence de la Lune au quotidien ». Alors rien qu'à lire le sommaire, il faudrait plus vivre en fonction de la Lune, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est sûr, la Lune a une grande influence sur nous. Et mon travail, c'est de faire de la transmission du patrimoine, je me suis rendu compte que les jeunes ne savent plus lire un almanach. Voilà la raison de ce livre. Donc, on explique la différence qu'il y a entre les 2 cycles lunaires, soit le cycle ascendant et descendant, la Lune montante et Lune descendante. On explique aussi le cycle lunaire qui représente les 4 saisons, c'est-à-dire le printemps, c'est le premier quartier, l'été, c'est la pleine Lune, l'automne, c'est le dernier quartier, et la nouvelle Lune, c'est l'hiver. En regardant ce cycle, on se rend compte quand c'est plus humide, quand c'est plus sec, quand les plantes poussent plus vite, quand elles poussent plus lentement, aussi pour couper les cheveux, puis pour bien d'autres choses aussi. Donc vous parlez aussi un peu de plantes dans ce livre. Ah oui, beaucoup. On parle beaucoup de plantes, des racines, des fleurs. D'ailleurs, on en parle des signes du zodiaque qui sont divisés en 4 parties. Il y a les signes de feu, les signes de terre, les signes d'eau et les signes d'air qui sont très importants sur les plantes. D'accord. Alors puisqu'on parle de plantes, Thibaut, j'en profite pour vous laisser la parole. Vous venez nous présenter un reportage sur une plante qui, elle, a double usage. C'est l'ail des ours que vous connaissez aussi. Oui, oui, je connais très bien. Oui, Alexandra, alors les plantes, comme l'écrit Germaine Cousin, sont souvent fort agréables pour les papilles gustatives et ont des vertus médicinales. Et aujourd'hui, nous allons voir un reportage avec Marlène Galetti sur l'ail des ours. L'ail des ours, c'est l'équivalent de l'ail, mais à l'état sauvage. Et c'est un dépuratif sanguin et un vermifuge, hein, Germaine. Oui, et ça fait aussi baisser la pression et ça éclaircit la peau quand on fait la cure de printemps avec la teinture d'ail. Mais l'ail est un antibiotique, c'est très important de toujours le prendre dans du lait tiède pour ne pas abîmer le flore intestinal et pour ne pas avoir les reflux quand on parle, et aussi pour que la peau ne prenne pas l'odeur de l'ail. Super, alors on regarde le reportage sur l'ail des ours. Purée, t'as vu là, il y a plein de chenilles processionnaires. Je pense qu'elles sont juste sorties là, elles sont toutes fraîches, toutes jeunes encore. Mais bon, ça c'est pas le sujet du jour. Là, on est venu ici, dans cette région, parce que dans le centre, on trouve pas d'ail des ours. Et puis aujourd'hui, on va à la recherche de l'ail des ours. Et puis ici, on est sur les hauts de Véros, en dessus de Saint-Maurice, avec... Là-bas, on voit la cime de l'Est. Puis c'est une région où il y a beaucoup plus de feuillus que dans le Valais central. C'est moins sec, c'est plus humide, donc on trouve vraiment une autre variété de plantes au sol.
Et surtout ici, on a des hêtres-oreilles qu'on n'a pas dans le centre. Et puis l'ail des ours, il est toujours dans des hêtres-oreilles. Alors voilà, on arrive dans les bois où il y a l'ail des ours. Ça sent déjà super fort. C'est presque enivrant comme odeur. Le fait d'arriver à l'ombre, l'odeur, elle ressort beaucoup plus. C'est beaucoup plus fort. Puis on voit ce tapis blanc là. Là, il est déjà en fleurs. Alors nous voilà dans le domaine de l'ail des ours. Il s'appelle l'ail des ours parce que justement les ours adorent ça. Enfin, c'était leur première nourriture printanière qui repérait facilement du fait de cette odeur tellement forte. Ils se requinquaient un peu en mangeant de ces bonnes feuilles là. Donc déjà, si on ne connaît pas, on ne peut vraiment pas se tromper. On coupe la feuille et puis on la sent, ça sent vraiment l'ail quoi. Et puis ça goûte l'ail. C'est vachement bon. Alors là maintenant, le printemps a été précoce et chaud, donc elles sont déjà en fleurs. C'est une tige triangulaire et justement chaque feuille a une tige. Donc là, si j'arrache une feuille depuis le sol, il y a juste une feuille par tige. On la mange beaucoup en salade, des sauces aussi, avec par exemple du quark, là, du céré, qu'on mélange haché fin à du céré. On peut faire du pesto, remplacer le basilic par l'ail des ours, c'est très très bon, c'est assez fort. Pour ceux qui aiment l'ail, c'est parfait. Et puis aussi le gratin, mais utilisé principalement frais, quoi. Alors là c'est bon, la cueillette est bonne. On va rentrer à la maison pour faire le gratin d'ail des ours, gratin de patates à l'ail des ours. Et puis quitter cette belle petite clairière où les ours se feraient un régal. Voilà, la récolte et les fleurs. Alors maintenant, les patates. Je vais faire une petite béchamel assez fluide pour le gratin. Voilà. Alors, béchamel. Hop. Alors, Alexandra, Marlène Galetti m'a laissé du pesto d'ail des ours. Ça va être fabuleux. Bon le pesto. Vous allez goûter ça très bon. en apéro, c'est parfait. Vous en passez un tout petit peu parce que c'est très fort quand même. Merci. Mais je le sens d'ici déjà. Et Germaine, moi j'ai entendu parler qu'on faisait plutôt des teintures pour conserver les plantes des montagnes. Oui, il y a deux sortes de teintures. On a les teintures qu'on fait à base de décoction pour teindre les laines et les tissus, mais on a surtout les alcoolats qu'on fait pour soigner. Et, par exemple, l'alcoolat d'ail ou l'alcoolat d'oignon qu'on peut employer aussi en cuisine, et l'alcoolat de toutes les plantes, différentes plantes médicinales. D'accord. Et on peut aussi faire des teintures pour les cheveux, non? Ah oui, aussi. Généralement, pour les cheveux, on les fait à base de vinaigre de pomme, qui est bien meilleur. On fait avec la racine des orties et les jeunes orties, et ça arrête la chute des cheveux, ça enlève les pellicules, ça donne un beau cheveu brillant.
C'est bon? C'est assez fort, hein. C'est vraiment le goût de l'ail. Hein. C'est bien sûr, vraiment. Je vais vous parler. Non, c'est très très bon, c'est très frais en tout cas. Ben, merci beaucoup Germaine, merci Thibaut. J'en profite aussi pour vous dire que si vous souhaitez obtenir un des 3 livres ou les 3 livres qui ont paru aux éditions alternatives et aux éditions monographiques, vous pouvez nous appeler au 022 708 82 22. Voilà, envoyez un email à l'adresse entrée@tsr.ch. Et puis aussi pour d'autres renseignements, vous pouvez taper la page 320 de votre télétexte, émission Entrée Sansonnée, télévision suisse romande, la une, je vais y arriver. Et puis vous retrouverez aussi le site internet de Raymond et Germaine Cousin où on peut acheter des produits. Oui, des produits naturels, on envoie par la poste. Et nous, la semaine prochaine, oui. On va se retrouver à On continue de parler de plantes. Oui, on va continuer de parler de plantes et on va se retrouver à l'alpage de Tracuy avec Marlène Galetti et nous irons cueillir des bourgeons de sapin. Super, je me réjouis d'être en tout cas la semaine prochaine. Merci beaucoup Germaine, merci Thibaut. Nous, demain, on se retrouve, on va parler aux aînés. On se retrouve à parler des projets, les projets qu'il faut avoir une fois qu'on est à la retraite. Aussi un reportage sur des dames qui, elles, ont eu plein de projets. Elles sont à la retraite et elles ont ouvert un restaurant. Voilà, puis en deuxième partie, on parle d'un autre retraité. C'est un ancien douanier qui est un tingli de Chênebourg. Il fait beaucoup de sculptures maintenant qu'il a du temps. Et puis aussi un rappel du troc actif de lundi. Et Jean-Louis Claude avec ses histoires de débrouille, ses histoires de drôles de personnes qui ont touché sa vie. Voilà, à demain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. C'est notre 3e et dernier rendez-vous pour aujourd'hui, mais c'est aussi la fin d'une longue série de reportages qu'on a vus sur les plantes médicinales, les plantes de montagne. Et grâce à Thibaut Kalbacher et Marlène Galetti, on a déjà beaucoup appris. Bonjour Thibaut. Bonjour Alexandra. Alors avant de quitter Marlène, où est-ce qu'on se rend aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes allés dans le Val d'Airain, donc au-dessus de Saint-Martin. Et Marlène, elle voulait me présenter un personnage, Raymond Cousin, qui est le fils de Germaine Cousin, que nous avions reçu sur ce plateau. Et Raymond Cousin, c'est vraiment le passionné des plantes sauvages. Il se voue entièrement au travail de sa mère, c'est-à-dire la transmission du patrimoine culturel valaisan, l'enrichissant en tant que thérapeute avec l'aromathérapie, l'oligothérapie et la phytothérapie. Son travail est reconnu par le médecin cantonal valaisan et il travaille vraiment en complémentarité avec les médecins habituels. D'accord. Et aujourd'hui, nous allons voir la cueillette du chénopode Bon-Henri. Qu'est-ce que c'est? C'est un épinard sauvage. Vous allez voir ça. Et donc le chénopode, c'est un peu comme toutes les plantes, il faut ramasser les jeunes pousses et éviter de le prendre là où il y a du bétail, où le bétail a pâturé. Et en plus, le chénopode Bon-Henri, il est riche en protéines complètes, en provitamine A, en vitamines B1, B2, PP et C, ainsi qu'en sels minéraux, notamment en fer. D'accord, alors c'est un peu scientifique, mais on va regarder peut-être le reportage. Regardons le sujet. Merci. Non, là, ça se Là, t'as un deux doigts de Et bien ici, nous trouvons un méritso, meureux sans patois. Et méritso veut dire en fait l'alpage du mérite. Mais il faut imaginer à l'époque, c'est vrai que pour vivre ici, donc pour mieux situer l'alpage de Méritso, on est juste en dessus de Trogne, qui est un petit village à 2 km de Saint-Martin, dans le Val d'Airain. Et nous sommes ici à 1600 mètres d'altitude. Où il a commencé à sortir du nid un peu trop vite aussi. Il n'a pas pu... Ouais. On va les cueillir là parce qu'ils sont plus jeunes, tu vois, là, les graines sont toutes petites. Ma vision à moi, c'est qu'on est tellement bien dehors. Tout à fait. Purée, il y en a un paquet là. Bah ouais, c'est un champ de chénopodes. Un champ, un gisement. Un gisement. Les Arabes, ils ont le pétrole, nous, on a chénopodes. On a chénopodes. Et pas n'importe lequel, le Bon-Henri en plus. Alors tu vois, à l'époque, ils avaient quand même des grandes familles. J'entends 8, 10, 12, c'était très fréquent. Ma mère, là, ils étaient 14 frères et sœurs en famille. Donc, ouais. Chez ma mère, ils étaient 12. Ouais. Donc c'est clair que ça posait aussi quelques problèmes d'intendance. Alors l'automne, ils en cavaient, les légumes, les pommes de terre, les raves, les choux, tout ça. Les fromages. Les fromages, les viandes séchées, enfin tout. Tôt au printemps, il n'y avait plus grand chose dans les caves et puis les jardins ne donnaient pas encore. Alors quoi de plus naturel que d'aller se servir dans la nature qui, là, commençait à avoir justement le chénopode Bon-Henri, la silène, la berce, tous ces légumes sauvages comestibles.
parce qu'au début, je le faisais avec mon cousin, on était deux à le faire. Après lui, ça jouait plus pour des horaires parce qu'on est enseignant. Ouais. On n'arrivait plus à coordonner, à avoir des week-ends, des machins. Nous, avec Françoise, on peut toujours venir de voir. Les deux. Alors voilà, avec cette merveilleuse récolte, on va faire un flanc de légumes. Des œufs de poule heureuse. Indispensable. Donc voilà. Le flanc, hein, d'abord. On fait d'abord le flanc. Alors ici, nous avons le chénopode Bonori qu'on vient de cueillir, qu'on a lavé, blanchi. Il est superbe d'ailleurs, Ouais, il a une il est belle beau. couleur. Alors, quand on l'a blanchi, c'est très important de le refroidir hein, pour pas qu'il continue à cuire et qu'il soit trop à pète. Et après, c'est vrai que ça prend beaucoup d'eau, donc il faut bien l'essorer. Je vais quand même le hacher un petit peu. Le coup de couteau. À chaque fois que je vois quelqu'un couper comme ça, je suis là, waouh, moi j'y arrive pas. Voilà, Pas alors encore là, autant. on pourrait le hacher plus fin, voire le mixer. Hein. Donc ça, c'est vraiment 2 œufs, c'est largement suffisant. Une petite tombée de crème, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On va assaisonner. C'est bonheur de voir quelqu'un faire maintenant. Quand toi tu fais aussi. Ouais. Alors, moi je les mélange à la main parce que c'est comme Ouais. ça qu'on arrive à Moi, je avoir fais quelque chose exactement de comme plus ça aussi. homogène. Ouais. Donc le chénopode, c'est une plante qu'on trouve presque toujours autour des granges écuries. C'est vrai, là où il y a eu du bétail, c'est un légume sauvage qui adore le fumier. Et à coup sûr, près des granges écuries, on en trouve. Mais il faut savoir aussi que c'est un légume qui est déconseillé aux goutteux et les personnes qui ont des faiblesses des reins. Alors voilà, ça c'est des timbales, donc ça je vais simplement les cuire à la vapeur maintenant. Et on va les cuire à peu près dans une demi-heure. Une demi-heure là c'est impeccable. Ouais, le Juste temps à la de ça. vapeur, ouais, le temps qui suffit, je crois qu'il soit cuit. Donc voilà, on voit qu'ils sont tout à fait fermes. Hein. Et mangeable. Donc maintenant il suffit juste de retenir son souffle pour le démouler. Voilà, c'est très chaud. Alors un petit coup de couteau circulaire, un petit coup sec Je claque. et c'est parti. Et voilà, un petit peu de sauce à l'oseille et c'est prêt. Alors santé pour les timbales, santé. Saluté, ouais. À la vie. À la nature et au présent. On va aller pendant ces reportages, je crois. C'était très très sympa. Ça va vous manquer à nous aussi d'ailleurs. Dites-moi juste une chose, l'épinard sauvage, alors il y en a partout. Alors l'épinard sauvage, un peu comme toutes les plantes que j'ai présentées, il y en a vraiment partout. Il suffit simplement de savoir les reconnaître et surtout de ne pas les ramasser là où le bétail vient de pâturer ou bien près d'une route. Alors justement, parce qu'il y a beaucoup de Mais téléspectateurs... c'est là qu'il pousse, non, l'épinard sauvage? Non, Ils ont dit- il adore le fumier pour pousser, c'est comme un engrais, mais par contre, c'est pas bien de ramasser des épinards ou des plantes sauvages là où il y a du mouton qui a Bien pâturé sûr. ou bien du bétail. Mais justement, j'avais quelques livres à représenter à nos téléspectateurs parce que certains m'ont demandé des recettes, des conseils. Alors, voici les bouquins. Le premier, c'est le guide des plantes sauvages comestibles et toxiques de François Couplan que nous avions reçu sur ce plateau et avec des illustrations d'Evastinaire. Donc ça, c'est parfait pour reconnaître les plantes, justement, reconnaître les pour plantes, ne pas se d'accord. tromper. C'est paru, quelle édition? Audition Delachaux et Nisley. D'accord. Après, le fameux livre de Germaine Cousin, Recettes santé de nos grands-mères, aux éditions monographiques. Voilà, Germaine. Donc là, vous avez plein de recettes. La même chose avec son fils Raymond Cousin, Saveurs et vertus des plantes sauvages, recettes et teintures. Cette fois, c'est aux éditions alternatives. D'accord. Donc ça, c'est aussi très très complet. Hein. Vous avez toutes les recettes. Parce que j'ai piqué pas mal d'anecdotes dans ces bouquins. D'accord. On saura comment vous faites votre recherche. Et le dernier, le dernier c'est le livre de Sabine Bruchweiler, Plantes et savoirs des Alpes, l'exemple du Val d'Anivier aux éditions monographiques. Alors ça, c'est vraiment le livre de l'ethnobotaniste. Alors là, il y a beaucoup plus d'anecdotes. Elle est allée enquêter dans le Val d'Anivier et c'était très intéressant. Il y a des conseils vétérinaires, culinaires, médicinales. Donc il y a vraiment plein de choses. Donc je vous les conseille. Et puis, dernière chose, que ce soit Germaine Cousin et Raymond Cousin, Marlène Galetti,
François Couplan, dans des styles différents. Il vous propose dès ce printemps des stages. Donc ça, moi je vous les conseille ces stages parce qu'avant de partir ramasser toutes les plantes des montagnes sans vraiment les connaître, c'est vraiment très très intéressant. Donc on n'a qu'à donner le numéro de téléphone de l'émission. Je vais donner ça tout de suite, oui. Et puis il y a toutes les coordonnées de François Couplan, de Germaine et Raymond Cousin et Marlène Gallet. Donc vous nous conseillez les stages pour reconnaître toutes ces plantes. Ouais, et puis pour les cuisiner, ça c'est très très important et il faut commencer à s'y inscrire parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, d'accord. Alors on va vous donner le numéro à appeler, donc c'est le numéro de l'émission. Vous aurez toutes les coordonnées de Marlène, de Germaine, de Raymond Cousin, de François Couplan, de tout le monde, même de Thibaut si vous désirez. C'est le 022 708 82 22. Vous pouvez nous envoyer un email à l'émission, enfin l'adresse de l'émission entrée@tsr.ch ou alors tapez la page 320 de votre télétexte, émission Entrée Sansonnée, télévision Suisse romande la une. Thibaut, nous on se quitte, on retrouve Germaine Cousin la semaine prochaine. La semaine prochaine, Germaine Cousin. D'accord, ça sera très bien. Elle va vous raconter plein d'anecdotes sur le Valais. Super, je me réjouis. Son enfance, ses tisanes. Nous allons donc demain, nous avons une longue journée. Alors on commence par donner des conseils aux aînés sur les économies. Ensuite, Pierre-Yves Favet nous parle des origines des mots romans. En deuxième partie, nous avons un reportage sur une association qui accueille les animaux domestiques abandonnés. Et puis en troisième partie, le rappel du troc actif de lundi. Et puis Jean-Louis Claude avec ses drôles d'histoires. Merci beaucoup Thibaut. Et puis à demain. Bye. Entrée Sansonnée et on a de la chance d'avoir de nouveau parmi nous une grande connaisseuse de plantes médicinales et aromatiques, Madame Germaine Cousin-Zermatten, qu'on a déjà accueillie une fois sur ce plateau. Bonjour Germaine. Bonjour Alexandra. Alors avec vous, on va parler dans plusieurs émissions de plantes médicinales, de plantes sauvages. Alors parlez-nous d'abord un peu de vous. J'habite Saint-Martin, Valais, dans mon village. On va voir des images bientôt. Oui, dans mon village natal, où je travaille avec mon fils. Et tout l'été, je suis au Mayen, où je cultive beaucoup de plantes, des plantes aromatiques et des plantes culinaires. Alors là, on voit Saint-Martin, très très belles images. Et qu'est-ce que vous faites alors de vos journées? Comme passe-temps, je vais souvent jouer aux cartes. J'adore ça. Je vais jouer aux cartes ou alors jouer au loto. Moi, je trouve que c'est un passe-temps formidable parce qu'on oublie les soucis. On laisse tous les soucis à la maison et on rencontre des amis régulièrement. Et c'est ce que nous faisons là, justement. Et c'est très sympathique de se rencontrer justement entre amis. Là, j'ai des amis des Volets qui viennent jouer presque chaque semaine avec nous. D'accord. Vous voyez? Et c'est très joli passe-temps. Ça détend, effectivement. D'accord. Vous jouez souvent aux cartes, alors. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous faites d'autre de vos journées? Alors, je travaille avec mon fils. On travaille en aromathérapie, en phytothérapie. Et ça, c'est l'hiver au bureau. Et l'été, je vais au chalet. Et là, on vous voit faire vos courses? Oui, là, je suis à la copée. Je vais faire mes courses régulièrement. Et mais ce n'est pas là que vous achetez vos ingrédients pour vos recettes, pour vos plantes, parce que vous prenez tout dans la nature. Ah oui, toutes les plantes viennent de la nature. Là, ce sont les commissions journalières qu'on va faire. D'accord. Et là, vous rencontrez quelqu'un qui porte un costume traditionnel? Oui, on a encore 2-3 dames qui portent le costume traditionnel, mais c'est vraiment la dernière génération. Après, on ne les porte que pour les jours de fête. Là, c'est encore des personnes qui le portent tous les jours. Et là, on vous voit donc dans le très très beau chalet avec Raymond, c'est votre fils. Oui, alors là, c'est le chalet au Mayen où on fait nos stages l'été et c'est là que je cultive les plantes aromatiques et les plantes pour les tisanes. Et là, qu'est-ce que vous faites? Mon fils, il est en train de moudre ces plantes sèches et moi-même, je les tamise. Et ensuite, on fera des plantes aromatiques. Ce sera le sujet d'une autre semaine. On en parlera plus en détail. D'accord. Votre fils, on l'a vu d'ailleurs une fois dans la rubrique cuisine. OK, donc là, vous faites des plantes pour les aromates, mais aujourd'hui, on va parler de tisanes. Alors, vous avez amené des plantes sur le plateau. Comment est-ce qu'on fait les tisanes? Les tisanes, on peut les faire de différentes façons. Il y a l'infusion à chaud, qui est la plus courante. Et là, la température de l'eau est très importante. Il ne faut jamais dépasser les 80 degrés. Alors, il y a deux façons. Soit qu'on surveille quand l'eau frémit, on verse sur les plantes. Ou alors, si on a laissé bouillir l'eau, remettre un petit peu d'eau froide pour baisser la température.
Ne jamais mettre les plantes dans l'eau, mais toujours verser l'eau sur les plantes. C'est très important parce que si les plantes sont trop chaudes, elles enlèvent le bon arôme de la plante et la vertu aussi. Ah, d'accord. Et quelle autre façon alors de faire les tisanes? Alors, on peut faire une infusion à froid. Alors, on met généralement les plantes, que ce soit sèches ou fraîches, c'est égal. On les met dans l'eau froide et on les laisse toute une nuit. Le lendemain, la tisane est prête. Et une autre façon de faire des tisanes, qui est la meilleure d'ailleurs, c'est la dynamisation au soleil. Mais là, on le fait qu'avec des plantes fraîches. On prend n'importe quelle plante fraîche, que ce soit la menthe, la mélisse ou autre, on le met dans une carafe en verre et on le laisse 3-4 heures en plein soleil et l'eau prend une belle teinte et vous avez un arôme vraiment très parfait et tout l'arôme de la plante ressort. C'est vraiment délicieux à boire. Alors, ces plantes, est-ce que vous les trouvez toute l'année? Non. Ces plantes, on les trouve à partir du mois de mai qu'on commence à trouver les plantes et on les trouve jusqu'à tard l'automne. Par exemple, celles que j'ai apportées aujourd'hui, je les ai cueillies ce matin dans un jardin. Oui, elles sentent d'ailleurs très fort. Alors, on va commencer par la menthe, je crois, c'est juste? Oui. Alors, elle sent très fort, elle est fraîche. Qu'est-ce qu'on fait comme... C'est surtout une plante digestive et très tonique. C'est une très bonne plante. Elle est très aromatisée, elle est très bonne à boire. Elle va aussi bien pour les mélanges de plantes. D'accord. OK, ensuite on a le romarin, c'est bien ça? Oui, le romarin, c'est une plante tonique, elle donne du punch. On le prend surtout le matin ou après le dîner, mais on ne le prend pas le soir avant d'aller au lit. Puis avec le romarin, on fait aussi beaucoup les concentrés pour le bain, qui sont très bons. Et puis aussi, on le fait macérer dans l'eau de vie, toujours dans l'eau de vie à pépins, que ce soit la lie ou le marc. Et on le prend pour frictionner les jambes, pour frictionner le dos. Ça fortifie vraiment l'organisme. Bon. Ça fortifie, on frictionne le dos et les jambes avec... Et surtout, par exemple, les enfants, quand ils commencent à marcher, on les frictionnait avec ça pour qu'ils n'aient pas les jambes qui soient courbes. Ah, d'accord. Ça fortifie, oui. OK, c'est bon à savoir. Et la troisième plante, la sauge, c'est ça? La sauge, c'est une plante qui est très désintoxicante. Et là, c'est très important de les plantes, de ne pas les faire trop concentrées, trop fortes. Il ne faut pas croire parce qu'on les fait très fortes qu'elles ont une meilleure vertu. Au contraire, il vaut mieux les faire légères. Et puis, quand on fait des cures avec les plantes, on fait toujours 3 semaines, on arrête et on recommence parce qu'il faut permettre au corps d'éliminer un peu les toxines parce qu'il y a quand même des toxines. D'accord. Et alors, comment est-ce qu'on cueille donc les plantes? Je crois qu'il y a une façon de les cueillir, ces plantes fraîches. On ne va jamais les cueillir quand elles sont mouillées. Après la pluie, on attend qu'elles soient bien sèches et on les cueille toujours avec un sac en plastique. Avec un sac en tissu. On ne met jamais de plantes fraîches dans un sac en plastique parce qu'avec le soleil, ça fait une condensation et elles se gâtent très vite et elles perdent l'arôme. Donc jamais dans un sac en plastique. Non. Et puis, alors, les plantes que vous avez ici sur le plateau, qui sont séchées, il y a, je crois, la sauge à nouveau, oui, on la reconnaît. Oui, on en a parlé. D'accord. Comment est-ce que vous les séchez, ces plantes? Alors, ces plantes, on les sèche soit sur un papier blanc ou alors sur du tissu. Ou la meilleure façon, c'est faire des petits sacs en tulle avec un vieux rideau où on met les plantes dedans et on les suspend. Comme ça, la plante qui tombe, elle reste dans le sac et là, elles gardent bien leur arôme. Et vous ne séchez pas au soleil? Non, jamais. Pourquoi? Parce que, premièrement, elles viennent vilaine couleur et puis elles perdent l'huile, elles perdent l'arôme. Ah, d'accord. Toujours à l'ombre. Et alors, la deuxième plante? Là, c'est du millepertuis. Le millepertuis, c'est très bon pour le moral. C'est une plante qui est excellente, mais on ne fait pas de cure avec le millepertuis parce que le pigment de la plante, si vous le buvez trop longtemps, vous allez au soleil et vous aurez des taches. Et les taches blanches? Non, des taches brunes. Ah, des taches brunes. Des taches brunes qui ressortent et qui sont très longues à partir. Mais par contre, on fait une très bonne huile de millepertuis. Là, on prend la plante fraîche qu'on met dans de l'huile, dans des bocaux. On fait dynamiser au soleil. Ça donne une belle huile bien rouge. Et c'est bon pour fortifier la colonne vertébrale, c'est pour les brûlures, les coups de soleil, le zona. On l'emploie vraiment pour beaucoup de choses. C'est parfait ça. Donc, on peut frictionner avec ça. C'est parfait. Donc, toutes ces recettes, on les trouve dans les 3 livres que vous avez écrits. Le premier, qui est paru aux éditions monographiques, qui est Recettes santé de nos grands-mères. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Là-dedans, il y a les recettes justement pour faire des tisanes, des alcools, les pommades et beaucoup de recettes de prévention parce qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Le deuxième, c'est Saveurs et vertus des plantes sauvages, recettes et teintures, qui est paru aux éditions alternatives. Alors là, ce sont des recettes de cuisine avec les plantes sauvages, donc la berce, la silène, dandelion, épinards sauvages, ortie. Il y a différentes recettes qu'on peut aussi adapter avec les légumes de jardin. Et ça, vous avez coécrit avec votre fils Raymond Cousin. Oui. Et puis le troisième, l'influence de la lune au quotidien, édition alternative qu'on a aussi déjà présentée.
Dedans, on parle aussi un peu de plantes? Oui, mais c'est surtout pour la culture qu'on parle des plantes. Mais ça, c'est un livre de la tradition, parce qu'autrefois, nos ancêtres regardaient la Lune pour tout ce qu'ils faisaient. Et alors, j'ai reporté un petit peu comment il faut regarder pour les travaux de jardin et tout. Et également des dictons qu'on avait autrefois, qu'on nous expliquait les soirées d'hiver. D'accord. Merci beaucoup, Germaine. La semaine prochaine, de quoi allons-nous parler? Ah ben, on va vous parler des aromates qu'on a vu tout à l'heure, comme on a séché les plantes qu'on a fait en poudre, et je vous donnerai des recettes d'aromates. D'aromates, super. On n'aura plus besoin d'aller les acheter au supermarché. Ok, on se retrouve donc mercredi prochain. Pour toutes les questions, pour avoir les titres des livres, etc., vous pouvez nous appeler au 022 708 82 22, envoyer un email à l'émission entrée@tsr.ch ou alors taper la page 320 de vos télétextes, émission Entrée Sansonnet, télévision suisse romande, la une, bien sûr. Et puis, nous, demain, alors on va parler aux aînés, on va donner des conseils aux seniors, aux retraités. On va parler des chutes qui sont très, très fréquentes et qui font très mal. Pierre Knecht va nous parler des morts romans. On verra un reportage sur la maison du prieur, une femme et un lieu hors du temps. Nous avons aussi le rappel du troc actif de lundi. Et puis, bien sûr, comme tous les jeudis, Jean-Louis Claude avec ses drôles, ses belles histoires. Voilà, tout ça, c'est demain. Merci, à demain. Merci, Germaine. Nous, on se retrouve mercredi. Merci, Alexandra. Au revoir. Bonjour, c'est le troisième rendez-vous de la journée pour Entrée Sansonnet et on accueille Germaine Cousin-Zermatten qui nous vient tout droit de son beau Valais et on va parler des plantes aromatiques, des herbes aromatiques à faire soi-même. Bonjour Germaine. Bonjour Alexandra. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même vous demander d'où est-ce que ça vous vient cette passion pour toutes ces plantes? Ben, ça vient de mon enfance, parce que étant née là-haut, et c'était l'époque, les années 30, où vraiment on n'avait pas d'argent pour aller acheter, et puis ça n'existait pas les aromates qu'on trouve aujourd'hui. Nous faisions tous nos aromates nous-mêmes, et on le faisait avec les plantes du pays. Donc là, vous faisiez les aromates, vous faisiez aussi la cuisine avec les plantes, et c'est là aussi que vous avez commencé à faire des remèdes avec les plantes. On faisait tout avec les plantes parce que c'était en somme le produit, la matière première pour tout, en somme pour tout, pour la cuisine, pour nous soigner et surtout pour les aromates. Alors comme les jardins étaient très petits, c'est-à-dire que c'était pas tellement des gros jardins comme en plaine, vu que c'est morcelé, alors on a beaucoup ramassé les plantes sauvages dans la nature. Par exemple, la sarriette de montagne, c'est cette plante qu'on cueille encore aujourd'hui, qu'on fait sécher, qu'on utilise beaucoup pour assaisonner la viande séchée, le jambon et le lard sec. Eh bien, on le cueille en pleine à la montagne, on le fait sécher et on le fait en poudre. Donc on trouve de tout dans la nature. On trouve de tout dans la nature, mais pour faire des aromates, il faut commencer déjà dès le printemps. D'accord. Alors on va parler, là vous avez amené 2 petites bouteilles donc, que vous avez fait vous-même d'aromates. Oui. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Alors là c'est le produit fini, je vais vous expliquer. Donc on commence dès le mois de mai à cultiver les plantes. Il faut d'abord les cueillir un jour de soleil. Il ne faut jamais les cueillir quand il y a la rosée, parce que sinon elles moisissent et puis elles n'ont pas le même goût. Il faut les cueillir en place la journée, quand elles sont bien engorgées de soleil. On les fait sécher à l'ombre, c'est très important parce que le soleil les dégrade. Et ensuite, on les met bien séparément. Et l'automne, quand on a toutes ces plantes, on fait des petits paquets selon l'aromate qu'on veut obtenir. On peut faire un aromate pour le poisson, un pour le poulet, l'autre pour le mouton, pour le veau, pour le bœuf, enfin pour la salade, pour les sauces. Alors, tout se fait en automne quand toutes les plantes sont là. Donc, vous séparez les herbes suivant catégorie, avec quelle viande ça va, etc. Et puis vous ajoutez d'autres choses à l'intérieur? Oui, exactement. Alors après, selon le résultat qu'on veut obtenir, selon que ce soit pour une viande ou une sauce ou la salade, on ajoute différentes épices. Et le mélange de plantes se fait aussi d'après le résultat qu'on veut obtenir. C'est pour ça que dans le livre « Saveurs et vertus des plantes sauvages », on a fait une liste quelles plantes on peut mettre et aussi quelles épices vont bien avec telle et telle viande. Alors, on peut tout trouver ça là-dedans. Et alors ça se fait en automne. On va moudre bien les plantes avec un petit moulin, simple petit moulin.
et ensuite il faut les tamiser, c'est très important, bien les tamiser. Et dans une partie, on peut mettre de la poudre de champignons, ce sera surtout pour les sauces qui donnent un bon goût aux viandes. Ensuite, on fait plusieurs mélanges et on ne met pas les mêmes épices partout, de façon qu'on ait des goûts différents et on a les épices pour tout l'hiver. Puis certaines épices ne se mélangent pas, sûrement. Non, parce qu'il y a des goûts qui sont... Par exemple, on met très peu de la sauge, on la met dans très peu de choses. Il y a certaines plantes comme l'armoise, on la met dans très peu de choses parce qu'on ne peut pas le mettre, c'est des goûts qui sont trop prononcés. On peut mettre par exemple avec le mouton, avec certaines viandes, mais pas avec toutes. Pas avec toutes. Non. Alors par exemple, avec les viandes rouges, qu'est-ce qui va le mieux? Avec les viandes rouges, ben, il y a l'estragon, il y a la sarriette, il y a le romarin aussi, il y a différentes. Puis alors les épices, il y a la coriandre, le gingembre, le cardamome, mis modérément, je dis bien parce qu'il ne faut jamais exagérer, mais mis à petite dose, ça se marie très bien pour les viandes rouges. D'accord, d'accord. Et puis alors les viandes blanches, par exemple? Le poulet, les viandes blanches, eh ben, il y a de nouveau aussi un peu de la sarriette, on peut la remettre. On met peut-être un peu d'origan. On va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre encore? Du serpolet. Enfin, il y a différentes. Le serpolet, on le met surtout pour le lapin parce qu'il aide beaucoup à la digestion. Et tout ce qui est en sauce, on met du serpolet. Le serpolet, c'est le thym sauvage. Alors, il est très digeste. On le met surtout pour les viandes en sauce. D'accord. Et j'ai entendu parler d'un caviar aux herbes. Qu'est-ce que c'est? Ah ben alors là, c'est quelque chose de très différent. Avec les herbes, on ne fait pas seulement des aromates, mais le caviar aux herbes, on prend des plantes fraîches qu'on va les hacher vraiment fines, très fines, et puis ensuite on rajoute du jus de citron, un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre ou d'autres aromates selon ses goûts, et quand on le mélange bien, là c'est très important, bien le mélanger, et on met sur du pain ou toasté ou bien sûr notre fameux pain de seigle avec un petit peu beurré et on le tartine et ça fait de très bons apéritifs. D'accord, délicieux. Donc ces herbes que vous faites vous-même se conservent longtemps? Oh, celles-ci, elles se conservent toute l'année, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun agent de conservation, elles sont tout à fait naturelles. Et si avec les herbes fraîches, on peut aussi faire un beurre aux herbes. Alors vous mélangez soit avec les aromates déjà finis que vous pouvez mélanger à du beurre et mettre au frigo, que vous pouvez mettre sur la viande, que vous pouvez mettre dans une sauce, dans un gratin. Mais on peut aussi faire un beurre aux herbes avec les plantes fraîches. Vous prenez différentes plantes fraîches que vous hachez comme pour le caviar, mais au lieu de mettre l'huile d'olive et le citron, vous mettez les épices et ensuite vous malaxez bien avec le beurre. Vous faites des petites boules que vous mettez au congélateur et l'hiver, c'est très pratique. Vous sortez les boules l'une après l'autre et vous pouvez utiliser soit pour les viandes, et surtout pour les gratins. Si vous faites un gratin, mettre un petit peu de beurre dessus, du beurre aux herbes en hiver, c'est bon. Puis alors là, ça garde vraiment, vous avez l'arôme vraiment frais, ça ne change pas. D'accord. Mais tout ça, bon, c'est des recettes de grand-mère, si on ose dire. Oui. Vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez petite, il manquait d'argent, etc. Donc vous avez commencé à faire tout ça. Maintenant, on trouve tout ça au supermarché. C'est bien sûr meilleur comme ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ceux qui veulent acheter les épices toutes finies, elles sont libres. Mais pour ma part, je trouve qu'on ne retrouve jamais dans les épices du commerce le goût fin des épices sauvages et le mélange. Nous, on peut l'adapter à notre goût, tandis que celui qu'on achète, on doit l'employer tel qu'il est. Exactement. Et malheureusement, quand on achète, on n'a pas assez de diversité. Alors, les plats ont trop souvent le même goût de fond. Alors là, on peut varier davantage. Exactement. Et puis les gens qui ne peuvent pas manger trop salé, par exemple, pour divers problèmes de santé, ils peuvent modérer le sel dans leur propre préparation, n'est-ce pas? Oui, parce que les plantes elles-mêmes, elles sont réhausseurs de goût, elles rehaussent bien sans mettre beaucoup de sel. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Et puis alors, on peut aussi utiliser pour différentes sauces. Ces herbes comme ça, dans les petits pots, on peut les utiliser pour les sauces, vous les liez avec du beurre, avec quoi? Absolument. Vous faites n'importe quelle sauce, et puis une sauce à salade aussi, vous pouvez mettre. Vous pouvez faire un lapin, et vous mettez là-dedans, dans la sauce, vous mettez les épices. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important de bien regarder lesquelles plantes vont bien pour telle et telle viande. Ça, c'est important. Que vous expliquez bien sûr oui, très bien dans le livre qui est Saveurs et vertus des plantes sauvages, paru aux éditions Alternatif.
Donc, c'est Germaine Cousin et son fils Raymond Cousin. Donc, ici, donc, il y a de tout. On parle surtout, il y a un paragraphe sur les condiments, les condiments en poudre, condiments aux plantes fraîches. Et puis, comme dit Germaine, tout est expliqué par catégorie de viande, etc. Et puis, même les recettes à faire soi-même. Et si vous voulez faire, par exemple, des galettes aux flocons d'avoine, qui sont très bonnes avec l'ortie ou bien avec l'épinard sauvage, alors là, vous voyez la différence si vous mettez des aromates que vous avez fait vous-même ou si vous mettez des aromates que vous achetez dans le commerce. Alors, il y a une très grande différence. Alors, les galettes aux flocons d'avoine, vous les trouvez aussi là-dedans. Vous les faites gonfler dans du lait ou dans du bouillon de légumes, selon les goûts. Ensuite, vous mettez une purée d'épinards sauvages ou d'ortie ou de berce, le légume que vous avez choisi. Vous mettez dedans un œuf, vous travaillez bien tout ça et vous faites des petites boules que vous cuisez à la poêle et vous pouvez l'arroser d'une petite sauce à l'oseille que vous trouvez aussi la recette dans le livre et alors rehausser avec ces plantes. Alors c'est vraiment un délice. Donc tout ça, Germaine, est dans le livre. Vous vous souvenez de tout ça? C'est des recettes peut-être de votre grand-mère, c'est des recettes d'enfants, c'est des goûts que vous pouvez retrouver tout le temps. Oui, justement. Et avec un peu d'imagination, on peut vraiment beaucoup varier parce qu'on arrive à faire des mélanges très différents les uns des autres. D'accord. Donc, au fil des années, on retrouve toujours ce goût. Donc, mieux vaut le faire soi-même. Oui. Merci beaucoup, Germaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler d'autres herbes, d'autres plantes sauvages, plantes de montagne, plantes médicinales. Et puis, nous, alors, demain jeudi, on se retrouve avec, on va parler aux aînés, de la solitude, comment éviter la solitude. Pierre-Yves Favet va nous donner les explications des noms de famille tels que Paris, Parisot. En deuxième partie, on verra un reportage sur un artisan qui fabrique des xylophones africains. Et puis nous avons aussi le rappel du troc actif de lundi et Jean-Louis Claude, un conteur hors pair et ses drôles d'histoires. À demain. Merci Germaine. Merci Alexandra. Bonne soirée. Bonjour, rentrez sans sonner et vous verrez que vous n'êtes pas venu pour rien. Aujourd'hui, à nouveau, Germaine Cousin-Zermatten est parmi nous et on va parler de l'une de ses spécialités, les alcoolas. Alors Germaine, je vous rappelle, est une experte nationale, si j'ose dire, en plantes médicinales, en plantes de montagne. Bonjour Germaine. Bonjour Alexandra. Alors on va parler d'alcoolas, comme je viens de dire. Par où est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on les fait d'abord? Les alcoolas, on prend des plantes fraîches qu'on met dans un bocal transparent, c'est très important. On les remplit et ensuite on remplit d'eau de vie à pépins. Ça, c'est très important, mais pas d'eau de vie à noyau, parce que l'eau de vie à pépins réchauffe le corps et l'eau de vie à noyau refroidit le corps. Donc, c'est bon de prendre une petite abricotine avec un café, je suis d'accord, mais pour tout ce qui est de préparation, on prend les eaux de vie à pépins, c'est-à-dire la lie, le marc, la pomme, le cognac, toutes ces eaux de vie-là. Alors, on les met dans un bocal transparent, on remplit, on met ça dynamisé au soleil pendant 3 semaines. Et puis, au bout de 3 semaines, votre alcoolat est prêt et vous le filtrez. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Mais je tiens à dire donc la différence qu'il y a entre l'alcoolat et la teinture mère. Les alcoolats, vous pouvez les faire vous-même facilement parce que on les prend surtout pour la prévention et pour le plaisir de boire des bonnes choses. Tandis que Ça s'appelle alcoolat, pardon. Parce qu'on les fait avec l'alcool. Avec l'alcool. L'alcool, oui. Tandis que les teintures mères, il vaut mieux s'adresser à un phytothérapeute ou à une droguerie ou à une pharmacie parce que l'important, c'est la concentration est très importante parce qu'on les emploie à titre curatif. Alors, nous parlons surtout des alcoolats aujourd'hui. L'alcoolat qui est pour la prévention, comme vous venez de dire. Pour la prévention, exactement. Alors, une fois que les alcoolats sont prêts, on les filtre. Et par exemple, là, vous avez l'alcoolat de tussilage. Vous pouvez prendre un petit verre pour les gens qui ont la toux de fumeur. Celui-là, oui, c'est pour la toux. Et après, si vous pouvez très bien vous faire un bon apéro ou une liqueur. Pour l'apéro, vous prenez 2 décilitres de cet alcool-là, vous rajoutez du sucre candi et 1 litre de vin rouge et vous buvez ça. Et ça vous aide aussi en même temps, si vous avez la toux des fumeurs ou la toux, la catarrhe et tout, ça vous nettoie les bronches. Et en liqueur, alors tout simplement, vous le filtrez et vous rajoutez soit du miel, soit du sucre candi et ça vous fait une bonne petite liqueur à boire comme ça le soir avant d'aller au lit. D'accord. Alors l'autre qu'on a ici aussi en pot, c'est pourquoi?
Alors là, c'est l'échinacea. Ça, c'est pour renforcer les défenses immunitaires. Et c'est très bien au début de l'hiver de faire des cures d'échinacea. Alors là, c'est un alcoolat. Vous pouvez aussi le faire en liqueur ou le boire tel quel. Et le prendre, alors il faut prendre 3 semaines, arrêter une semaine et recommencer. Ne jamais faire des longues séries avec une plante sans faire de pause, sans faire des fenêtres thérapeutiques. Pourquoi? Ben parce que dans les plantes, il y a quand même un peu de toxines et le corps s'habitue, ne fait plus l'effet. Donc, on fait des pauses et on recommence. D'accord, d'accord. Et puis, dans la grande bouteille, alors, je crois que c'est de l'ail au fond, oui, teinture d'ail. Ah oui, là c'est la teinture d'ail. Alors, l'ail et l'oignon, c'était les antibiotiques autrefois parce qu'on n'avait pas d'antibiotiques. Moi, j'ai connu cette époque-là. Alors, c'était la teinture d'ail et la teinture d'oignon. Alors, la teinture d'ail, comme vous voyez, on mettait les gousses d'ail au fond de la bouteille. Au fond, oui. Avec une eau de vie à pépins. Moi, je prends spécialement la lie et on le laisse dynamiser au soleil et ensuite on le filtre. Alors là, on le prend toujours dans du lait parce que pour ne pas abîmer le flore intestinal. Alors, on prend, par exemple, en cure pendant 3 semaines, vous mettez 25 gouttes 3 fois par jour dans une demi-tasse de lait tiède et c'est un bon vermifuge, ça éclaircit le sang, ça équilibre la pression et tout. C'est vraiment une cure à faire au printemps et l'automne. D'accord, l'ail, oui, c'est très, très, très bon l'ail. Là, on dit aussi sur l'étiquette qu'on peut le mettre dans du yaourt. Donc, oui, si on n'aime pas le lait, on peut le mettre, mais moi je préfère le mettre dans le lait tiède. Et puis là, il y a quelque chose aussi à l'oignon. Alors là, c'est la teinture d'oignon. Alors là, la teinture d'oignon, c'est également un antibiotique et on peut le boire comme ça aussi avec du lait. Et on peut aussi l'employer en friction. C'est aussi très bon si on a des douleurs. Quelle sorte de douleur? Par exemple, des douleurs au genou, douleurs dos, ou bien une chute, ou n'importe où on utilise. L'oignon est très calmant aussi. C'est très, très bon. Il faut peut-être recouvrir avec un... C'est mieux de mettre une petite compresse. Ça tient mieux. Et on peut l'utiliser comme ça pour beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'autrefois, nous n'avions pas d'antibiotiques. Il fallait bien se débrouiller avec les moyens de bord. Voilà, mais la différence, c'est qu'autrefois, on faisait beaucoup de prévention, ce qu'on a oublié de faire maintenant. Et les alcoolats, c'est tout indiqué pour la prévention, justement, parce qu'on peut le faire de différentes façons, le boire de différentes façons. Alors, pourquoi maintenant, de nouveau, cette mode? Vous parliez qu'autrefois, vous faisiez beaucoup de prévention à base de plantes, de remèdes naturels. Et puis aujourd'hui, il y a tous les médicaments, donc on ne fait plus tellement de prévention. Dès qu'on a quelque chose, on prend le médicament pour le guérir, mais c'est mieux de prévenir, comme on l'a déjà dit. Pourquoi est-ce que cette mode revient de nouveau les plantes naturelles? Les gens se sensibilisent de nouveau aux choses naturelles, aux plantes et tout. Il y a un renouveau là-dedans. Et je crois que c'est pas dommage parce que c'est en somme une médecine complémentaire. Ça ne remplacera jamais les médicaments. On aura toujours besoin des médecins. Et d'ailleurs, vous-même, vous n'allez pas faire votre diagnostic. Vous aurez toujours besoin d'un médecin pour savoir quel est vraiment votre mot. Mais par contre, vous pouvez faire de la prévention pour rester en bonne santé, pour éviter d'avoir... Par exemple, si vous faites de la prévention, vous pouvez avoir quand même la grippe, même si vous avez fait un peu de prévention, mais vous l'aurez beaucoup moins forte. Beaucoup moins forte, oui. Exactement. Elle durera moins longtemps. Oui, et c'est toujours agréable de penser un petit peu à soi, de se soigner un petit peu. Je trouve qu'on oublie un petit peu de se soigner. Donc, maintenant, pensez à vous quand vous étiez jeune. Est-ce que vous étiez moins souvent malade que les jeunes d'aujourd'hui? Bon, il y avait moins de pollution, etc. Mais vous pensez que grâce à tout ça, vous étiez moins souvent malade ou vous étiez plus robuste, en meilleure santé? Oui, ça je suis certaine. Et l'époque où on était là, les hivers étaient beaucoup plus froids, mais on avait très peu de grippe. Il y avait des épidémies comme il y a eu en 1918 ou de temps en temps une grave épidémie, mais à part ça, on avait très très peu de maladies en hiver parce qu'on avait aussi une nourriture qui était beaucoup plus consistante qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a beaucoup des enfants qui partent pour avoir juste une ovomaltine ou une tartine, tandis que nous, on déjeunait, on nous faisait de la polenta, on nous faisait des rösti avec du lard. Le matin. Déjà le matin, parce qu'il fallait affronter le froid. Et on avait, jusqu'à midi, c'était long. Et alors, on avait une nourriture qui était beaucoup plus consistante. On mangeait aussi beaucoup plus des céréales qu'on mange aujourd'hui. Mais des céréales à l'état naturel. Des vraies céréales. Pas des petits flocons. Pas les cornflakes, comme on dit. On ne sait pas si ça a le même goût que la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur, souvent. Bon, les cornflakes, c'est très bien, c'est pratique, c'est vite fait. Mais de faire un bon porridge, de faire des flocons d'avoine et tout, je crois que ça ne se remplace pas. Ça, il faut quand même rester au système comme on avait autrefois. Donc avec une bonne nourriture saine,
déjà dès le matin, et puis un peu d'alcoolat en prévention, on peut soigner, enfin on peut prévenir plein de maladies qu'on a tous en hiver, les rhumes, les grippes, toutes sortes de choses. Les rhumatismes, est-ce qu'il existe des alcoolats pour les rhumatismes? Ah ben, il en existe, c'est surtout attends, comment ça s'appelle? L'hysope. L'hysope est très bonne, l'alcoolat d'hysope est très bonne, ou le thé d'hysope. Mais je préfère l'alcoolat parce que quand on fait le thé, on ne sait jamais bien le doser. Et ça, la dose, on oublie que le dosage est très, très important. Alors, on fait un alcoolat. Avec l'alcoolat, c'est beaucoup plus facile. C'est vous qui le faites. Vous savez si vous l'avez bien rempli, vous mettez davantage de gouttes. Si vous l'êtes un peu plus léger, ben, vous mettez davantage de liquide quand vous l'utilisez. D'accord. Et ces plantes, alors, vous les cultivez enfin chez vous ou les trouvez dans la nature plutôt, celles-là? L'échinacea, on le trouve dans les jardins. Mais alors, par contre, le tussilage, on le trouve vraiment dans la nature et c'est une plante extraordinaire parce qu'il y a la fleur qui pousse avant la feuille. Alors, vous avez au printemps la fleur auquel on fait les sirops, on fait des alcoolats et plus tard, il vient la feuille. Et la feuille, on l'utilise, on fait du papier de tussilage qui est délicieux. D'accord. Et alors, on prend donc, ça vous intéresse de voir la recette? Peut-être, on va la faire une autre fois alors, parce oui. qu'aujourd'hui, on n'aura plus tellement de temps. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec ces plantes et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme vous qui nous rappelle, qui nous rappelle toutes ces choses naturelles et qui sont vraiment fort utiles, surtout de nos jours, n'est-ce pas? Et surtout très simple à utiliser. Très simple et très saine. Je vais rappeler aux téléspectateurs, bien sûr, que si vous voulez le numéro de Germaine, je vais vous donner tout à l'heure le numéro de l'émission à appeler, mais quand vous appelez l'émission, s'il vous plaît, parlez clairement, laissez votre numéro de téléphone et votre nom très clairement parce que parfois, on a de la peine à vous rappeler, on ne comprend pas toujours ce que vous dites. Voilà. Alors, pour avoir les numéros de Germaine, les recettes, etc., vous appelez l'émission au 022 708 82 22, envoyez un email à entrée@tsr.ch ou tapez la page 320 de votre télétexte émission Entrée Sansonnet, télévision suisse romande la une. Vous trouverez le numéro de Germaine, l'email, etc. Et puis aussi, bien sûr, le livre, le nom du livre, Recettes santé de nos grands-mères, paru aux éditions monographiques que Germaine a écrit, n'est-ce pas, avec toutes les recettes de tous ces alcoolats, teintures. Oui, toutes ces recettes dans le livre. Voilà, bien sûr. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve donc demain avec Jean-Robert Probst, rédacteur en chef du magazine Génération, qui donne des conseils aux aînés. Pierre Knecht nous parle en roman et on va tout savoir sur le mot chablon. Un reportage sur un groupe unique en Suisse qui fait la thérapie par la compagnie des animaux. Et puis à 18h05, le rappel du troc actif de lundi et Jean-Louis Claude avec de très très belles histoires. Tout ça, c'est demain. Merci d'être venu, Germaine. À mercredi prochain. Merci, Alexandra. Merci. À mercredi. Bonjour, alors avec Germaine Cousin-Zermatten à nouveau parmi nous, on va découvrir qu'un jeu se jouait le soir des rois, donc le 6 janvier, et grâce à ce jeu, on pouvait voir ce que nous réservait l'année à venir. Alors c'est un jeu qui nous vient, je crois, du Moyen-Âge, mais qui se passe de mère en fille, et bien sûr Germaine va nous dévoiler ce jeu, va nous dire tous les secrets. Bonjour Germaine. Bonjour Alexandra. Alors parlez-nous un peu de ce jeu. Oui, ça c'est un jeu qui se joue le soir des rois pour dire l'avenir, pour dire un petit peu comment se présente l'année. Alors on peut le diviser par exemple par 4 mois. On va vous faire une première tournée, ce sera pour les 4 premiers mois de l'année et ainsi de suite. On peut le diviser par 2 mois comme on veut. Et alors là-dedans, il y a 9 objets et chaque objet a une signification et il peut changer de signification, peut être positif ou négatif selon avec quel objet il se trouve. D'accord. Alors pourquoi est-ce que ça se jouait le soir des rois? Parce que tous les jeux divinatoires, les tarots et tout ça étaient interdits, mais ce jeu-là était permis, mais seulement le soir des rois. C'était interdit, tout le reste était interdit par l'Église, oui. Et juste le soir des rois, ce jeu-là était permis. Oui, ce jeu-là était permis, ça nous donnait une vue d'ensemble sur l'année. D'accord. Alors comment est-ce qu'on le joue? Montrez-moi tout ça. Alors maintenant, c'est à vous de découvrir, on a caché 9 objets, alors découvrez-en un. Donc je prends au hasard. Oui. Voilà, alors je vais prendre ça. Oui, ça c'est le raisin. Un raisin. Alors maintenant, vous me donnez un deuxième. Voilà, donc je peux le ranger, je peux le remettre? Laissez-le, oui, vous pouvez le garder. Un deuxième, alors. C'est la fève. C'est la fève, voilà, que je monte. Et prenez encore un troisième. Encore un troisième.
Ouh là là, ça va être Le blé. difficile à montrer. Non, non, c'est du blé, c'est Du facile à blé, voir. voilà, si on le voit, c'est du blé que je remets. Alors, voilà, le premier, Juste c'est 3. le raisin. Donc, on réclame la prudence dans toutes les transactions effectuées dans l'année. On conseille de mettre de l'eau dans son vin pour réussir en affaires. Avec le blé et la pièce de monnaie, cela annonce l'abondance. Donc, ici, vous avez la fève. Ça voudrait dire qu'il y a la naissance d'un projet, ce n'est pas d'un enfant, puisqu'il est avec deux choses qui correspondent pour les affaires. Là, vous avez le raisin, la fève et le blé. C'est la naissance d'un projet, à condition que vous mettez beaucoup d'eau dans votre vin, il pourra être que très, très bon, puisqu'il y a le blé. Je vous laisse tirer encore une pour confirmer. D'accord. Oui, et là, vous voyez, vous avez pris le bâton du pèlerin, ce qui veut dire que vous aurez besoin d'aide pour mettre vraiment à bien ce projet. Vous aurez besoin d'aide d'une personne qui vient de l'étranger. Oh là là, rien de bien alors. Non, c'est même très, très bien parce que, vous voyez, la naissance d'un projet qui finit bien, puisqu'il y a l'abondance, il y a le blé, donc ça peut pas, c'est un très, très bon projet. Alors maintenant, on peut recouvrir et recommencer. Ça, ce serait, disons, pour 3 mois. Si on était le jour des rois, je dirais, ça fait janvier, février, mars. Mais là, on avait 4 objets. C'est pas 4 mois alors, non? C'est Non, 3 mois? non, toujours 3 d'accord, objets. d'accord. On peut prendre le 4e pour vraiment confirmer. D'accord. Alors, pour que vous ne attendez, sachiez, là, j'ai le blé qui dépasse. pour que vous ne sachiez pas lequel c'est, je vais vous... Ah, bah, ça va être difficile, là, avec Oh, tout le non, petit ça blé va. qui dépasse. Non, non. Alors, vous prenez maintenant 3 autres. Donc, je tourne et je prends 3 autres. Alors, Oui. Alors là, c'est la pierre. voilà, j'ai une Alors, petite pierre. oui. Alors maintenant, vous tirez un deuxième. La fève. De nouveau, oh là là. La fève, oui. Alors, prenez un troisième. Et puis le troisième, ça va être Le du charbon. charbon. Alors, le premier, c'est la pierre. Alors, la pierre, c'est de mauvais augure. Ça annonce une année difficile et des dépenses imprévues. Mais elle est positive si elle est avec le blé et la pièce de monnaie, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc, là, ces mois-là seront des mois très, très durs. Mais tirez un 4e, je vais vous dire comment il va terminer. Ah non, avec la foi et la prière, vous réussisrez tous vos projets. D'accord, c'est Alors, très vous bien. voyez, vous voyez, c'est Merci facile. Germaine, mais je dois quand même préciser que tout ce que vous m'avez dit, ça va pas se réaliser puisque c'est le soir des rois qu'il faut le jouer. Ah, Là, mais bien sûr, on n'est c'est pas bien le sûr. soir des rois, donc Non, ouf. parce que le soir des rois, la personne qui dit, elle a déjà l'intuition qui est meilleure, parce qu'elle a fait de la méditation pendant les 12 jours saints qui sont du 25 décembre au 6 janvier. Et puis, il y a aussi l'intuition d'une part, et puis aussi l'imagination de la personne qui dit joue un grand rôle. Et aussi l'état d'esprit dont la personne qui se fait dire le jeu a et la concentration qu'elle a joue. Tout ça joue un rôle, c'est un tout. Et alors, qui a inventé ce jeu? Donc, est-ce qu'il nous vient dans le livre, j'ai lu que ça nous venait du Moyen Âge. Ben, je l'ai toujours connu étant enfant, donc c'est un jeu qui vient de très, très loin et ça s'est toujours porté de mère en fille ou de père en fils. En général, au village, c'est toujours la même personne parce qu'elle a un peu personne qui a du bon sens et qui a un peu d'intuition. C'est toujours la même personne qui qui disait l'avenir pour les personnes du village. Et donc, vous vous réunissiez comme ça, le soir des rois, et puis vous prédisiez l'avenir. Oui, parce que chez nous, il n'y avait ni radio ni télévision à l'époque, quand j'étais jeune. Donc, on se réunissait entre voisins, on passait des veillées. Et c'est là que les anciens profitaient pour nous enseigner les dictons, pour nous passer tout leur savoir et tout ça. C'était très instructif. Ce n'était pas à l'école qu'on apprenait ces choses-là, mais bien sur tas. D'accord, donc si je veux savoir qu'est-ce que me réserve vraiment l'année à venir, il faut que je vienne chez vous le 6 janvier. Le 6 janvier, avec un bon état d'esprit. Alors, vous avez 9 objets là sur le plateau qui Oui. sont cachés. Donc, qu'est-ce que c'est ces objets et qu'est-ce qu'ils signifient? Alors, chaque chose... Donc, il y a des significations différentes. Par exemple, vous prenez le raisin, ça dépend avec lequel il se trouve... chaque pièce, chaque objet a plusieurs significations. Elle peut être négative ou positive selon la combinaison avec lesquelles elle se trouve. Et c'est là que la personne qui dit doit avoir déjà du bon sens, une bonne intuition. C'est comme dans les tarots, il y a une intuition quand même de la personne pour traduire la signification de tous ces jeux. Alors, je les ai presque tous tirés sauf la pièce de monnaie. Donc là, on a une petite pièce de monnaie de 20 centimes. Et puis la bague, bien sûr, qui est ici. Donc, ce sont les 9 objets. Et combinés suivant avec quoi, c'est toute une autre signification. Oui, vous voyez, la bague, ça peut être annoncer un mariage, des fiançailles. Ça peut aussi annoncer la naissance d'un projet, selon avec lequel objet il se trouve. Ça peut aussi être la rupture de fiançailles ou la fin d'une association. Ça dépend tout comment il se présente et aussi le moment de la personne qui
qui se fait dire l'avenir, dans quel état elle est, qu'elle attire les réponses. D'accord. Et alors tout ça, vous l'avez mis bien sûr dans le livre qui est Alors tout ça, c'est dans le livre. L'influence de la Lune au quotidien, paru aux éditions alternatives, je vais y arriver, qui est là, qu'on voit bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre? Là-dedans, il y a aussi les cycles lunaires, il y a beaucoup d'autres dictons, parce que je trouvais dommage de laisser mourir tous ces dictons, tout ce savoir de nos anciens. Il faut aussi que nos enfants connaissent un petit peu comment on vivait autrefois. Et c'est pour cette raison que j'ai récolté tout ça. Et c'est un des seuls jeux qu'on pouvait jouer comme ça ou il y a beaucoup d'autres jeux, mais des jeux divinatoires, c'est le seul. C'est le seul jeu divinatoire. Donc, vous le faites chaque année? C'est encore une tradition que vous avez gardée? Non, pas chaque année. Je l'ai repris dernièrement. Je l'avais laissé tomber comme tout le monde, mais j'ai trouvé intéressant. Alors, comme j'ai dû faire des recherches, parce que je ne me rappelais plus, vu que je suis partie à 15 ans de la maison, je ne me rappelais plus la signification. Alors, j'ai dû faire des recherches auprès des anciens pour qu'on me donne la signification de tous ces objets. Donc, les objets, vous les avez toujours sur vous? Alors, on les prépare, on les remet dans les gobelets, on les met de côté pour la prochaine épiphanie. Pour la prochaine épiphanie, d'accord. Et alors, par exemple, pendant ces 12 jours saints, donc, bon, ça n'a rien à voir avec le jeu. On pouvait aussi, par exemple, voir quel temps il allait voir, c'est ça? Oui, le temps qu'il fait les 12 jours, c'est le temps qu'il va faire les 12 mois à venir. Donc, le premier jour, c'est janvier, le deuxième, c'est février, ainsi que les rêves qu'on fait ces 12 jours. Ce sont, pour autant qu'on connaisse la signification des rêves, nous indique également qu'est-ce que l'année nous réserve. Par exemple, si c'est le 8e jour, vous avez un rêve qui est très significatif, ça va se passer au mois d'août. C'est à vous d'interpréter. Donc, ça commence bien sûr le 25 décembre et ça se termine le 6 janvier, le soir où on fait ce jeu. Et pendant ces 12 jours, donc, on voit, grâce aux rêves, ce qui va se passer, si on connaît la signification des rêves, et puis aussi le temps qu'il va faire. Exactement. Et tout ça, bien sûr, on le retrouve dans le livre, je répète, l'influence de la Lune au quotidien. Eh bien, merci mille fois, Germaine, d'être venue. On se retrouve mercredi prochain, n'est-ce pas? Pour toute question, pour le numéro de Germaine, pour toutes les questions, eh bien, vous trouverez les réponses au 022 708 82 22, le numéro de l'émission. Ou si vous pouvez nous envoyer un email à entrée@tcr.ch ou taper la page 320 de votre télétexte, émission Entrée Sansonnée, Télévision Suisse Romande la Une, où il y a le numéro, donc, le email de Germaine, le numéro de téléphone et tout autre renseignement. Bien sûr, nous, demain, on se retrouve avec le rappel du troc actif de lundi, donc c'est à 18h05. Jean-Louis Claude sera là avec ses très, très belles histoires. En deuxième partie, eh bien, nous avons un reportage sur un sellier qui fabrique les courroies des senailles que portent nos très, très belles vaches, enfin, qui embellissent les vaches. Jean-Robert Probst donnera des conseils aux seniors et puis Pierre-Yves Favet parlera des significations des noms de famille. Tout ça, c'est demain. À demain. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Germaine. Au revoir. Merci. Au revoir, Alexandra. Entrée Sansonnée, bonjour. Alors, c'est avec Germaine Cousin-Zermatten qui nous vient tout droit du Valais qu'on va parler de recettes de pommades créées à base de plantes sauvages. Et notamment, on va parler d'une pommade qui s'appelle la Totale et qui soigne pas mal de choses. Bonjour Germaine. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors d'abord, d'où vous vient cette idée de créer une pommade, de faire une pommade? Eh bien, l'idée ne vient pas de moi parce que c'est une recette ancestrale. La personne qui me l'a donnée, c'était une personne âgée. Elle m'a dit qu'elle avait reçu cette recette de mon grand-père. Et mon grand-père est mort en 1934, donc vous voyez que c'est une très, très vieille recette. Une très vieille recette. D'accord. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Là, il y a un gros pot. Eh bien, là, c'est les conserves, parce que les pommades se font toujours avec des plantes fraîches. Voilà. Alors, comme les plantes fraîches, on ne les trouve pas en hiver, il faut commencer dès le printemps à cueillir, les cuire les hacher, les cuire avec le saindoux. On les met en conserve en mettant dessus de la paraffine pour éviter que l'air rentre. Ça, c'est la paraffine, donc oui, on enlève c'est la paraffine. Ah, d'accord. Et puis, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de plantes mélangées dans du saindoux. Oui, et alors on a cuit quelques minutes et maintenant, ça, c'est la conserve. Alors, ensuite, on le fait fondre. Puis quand on fait fondre le saindoux, on le filtre. Et en ce moment-là, on rajoute la térébenthine médicinale, la résine de sapin, l'huile aux 43 plantes ou les huiles essentielles qu'on veut mettre.
Donc, alors Germaine, vous mettez tout ça dans le saindoux et vous cuisez. Ça prend des heures à cuire ou... Non, non, on ne cuit pas très longtemps. Un petit moment, on cuit, ça suffit, parce qu'on le chauffe à nouveau au moment qu'on fait la pommade. Mais c'est très important de bien marquer sur le couvercle les plantes qu'il y a dedans, parce qu'on oublie. Et moi, j'ai toujours plusieurs pots. Alors, quand je fais ma pommade, je m'arrange qu'il y ait toujours, en tout cas, 7 à 8 plantes dans la même pommade. Donc, ça, c'est la base. Oui. Et avec ça, vous avez alors créé la totale, qui est cette pommade ici qu'on voit. Voilà, alors qu'est-ce que fait la totale? Qu'est-ce qu'elle soigne? La totale, comme son nom l'indique, elle soigne beaucoup de choses. C'est bon pour les bronches, c'est bon pour les articulations, avant et après le sport, pour les courbatures. Si vous avez le rhume, vous la mettez dans le nez, aussi contre les ronflements. Et c'est aussi bon pour les maux de voyage. On frictionne le plexus, la nuque, les tempes, et vraiment pour beaucoup de choses. Et ces pommades-là sont faites à base de graisse animale. Moi, je suis pour les graisses animales parce qu'on peut le faire aussi à base de vaseline, qui est beaucoup plus saine parce qu'elle se conserve mieux. Mais la vaseline est faite avec de l'huile de paraffine, qui est un dérivé du pétrole, qui n'apporte rien à la peau. C'est un bon support pour les plantes et les huiles qu'on met dedans. Tandis que toutes les graisses animales, que ce soit le saindoux, qui est la graisse de porc, on a le suif, qui est la graisse de bœuf, on a la lanolin, qui vient de l'agneau, on a la graisse de chat, la graisse de chien, la graisse de poulet. Toutes ces graisses animales, on peut les utiliser. Parce que les graisses animales soignent déjà la peau par elles-mêmes. D'accord. Alors, pour en parler de la totale, donc la base est là. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous mettez en plus dans la totale? Eh bien, justement, on remet de la résine de sapin pour soigner l'eczéma, les boutons et autres. Et puis, les huiles essentielles et la térébenthine médicinale. Donc, vous avez parlé de ce que ça peut soigner. Par exemple, j'ai vu dans la brochure, pour la peau, ça peut soigner les boutons et l'acné. Alors, je me demandais, comme c'est une pommade quand même assez grasse, n'est-ce pas, à base de saindoux, est-ce que ça marche quand on met du gras déjà sur les boutons, l'acné, les gens qui ont des problèmes de peau? Qu'est-ce que ça fait? Oui, parce qu'il n'y a pas que la pommade, il y a donc justement la résine de sapin, les huiles essentielles, c'est ça qui soigne aussi. Et puis il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est mieux d'en mettre souvent puis peu à la fois. Mais ça, c'est un apport pour soigner externe. Quand on a de l'eczéma ou de l'acné, il vaut mieux soigner aussi interne. C'est un peu long, on ne peut pas donner des détails maintenant. D'accord. Donc pour les maux de tête, frictionner, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, pardon. Et puis aussi pour le voyage, pour les enfants qui souvent à l'arrière de la voiture vomissent, n'est-ce pas? Donc ça marche aussi. Oui, ça marche aussi parce que ça les décontracte, ils sont mieux, se portent mieux, ça marche. D'accord. Alors Germaine, parlez-nous un peu de votre enfance. Donc vous revenez aux plantes, vous revenez aux pommades à base de plantes. Pourquoi tout ça? Eh bien, c'était simple parce qu'en été, quand on gardait les chèvres ou qu'on allait garder les vaches en été, on partait tous les matins dans la campagne, on allait à l'alpage, et maman nous donnait un sac en tissu. Elle disait, aujourd'hui, vous ramenez le plantain. Comme ça, on ne se trompait pas. Un autre jour, on ramenait de la sauge sauvage, une autre fois, on ramenait du serpolet. Chaque jour, on ramenait une autre plante. Et de ce fait, on apprenait à connaître les plantes à mesure. Et il y avait aussi un avantage parce que maman, ayant les plantes, si elle voulait faire la pommade, elle les cuisait avec le saindoux, elle les faisait en conserve. Si elle voulait faire du sirop, elle faisait du sirop, et les autres, on les faisait sécher pour faire le thé des familles pour l'hiver, où il y avait un mélange de plusieurs plantes. Et les plantes fraîches, c'est toujours au printemps? Ah, ben les plantes fraîches, c'est le printemps et l'été qu'on les trouve. En hiver, il n'y en a point. C'est pour ça que si vous voulez faire des pommades, il faut vous-même préparer vos conserves durant l'été. Et puis, il n'est pas nécessaire pour faire une bonne pommade d'avoir toutes ces plantes. On peut faire une très bonne pommade déjà avec 2 ou 3 plantes. Il suffit de prendre dans le livre, vous regardez la partie à utiliser, vous regardez les propriétés, vous regardez pourquoi ça soigne. Et à ce moment-là, vous prenez 3-4 plantes et vous prenez, moi je prends l'huile de 43 plantes parce que ça a un spectre très large. Ça soigne beaucoup de choses. Mais non, on le trouve chez nous. Vous le trouvez aussi chez vous, mais vous allez en droguerie ou en pharmacie, vous avez un grand choix d'huile essentielle. Vous pouvez faire une pommade rien qu'avec l'huile essentielle de lavande ou je ne sais pas, ou d'eucalyptus ou n'importe. Vous choisissez vous-même. Et là, demandez conseil à votre pharmacien, à votre droguiste. D'après le résultat que vous voulez obtenir, ils vous disent facilement quelle essence il faut prendre. Vous êtes toujours alors soigné avec les plantes? Moi, personnellement, oui. Je me suis toujours soignée avec les plantes. On s'est soigné autrefois, tout le monde était comme ça. Puis les années 60, quand l'argent est venu, qu'il y a eu plus de possibilités, les gens trouvaient plus facile d'aller à la pharmacie, d'acheter tout à la pharmacie. Ça, c'était un choix pour chacun fait ce comme il veut. Mais moi, personnellement, je me suis toujours soignée avec les plantes, oui. Avec les plantes. Et alors, donc, les recettes se trouvent dans le livre. Donc, si vous voulez faire vous-même votre pommade, recettes santé de nos grands-mères, paru aux éditions Monographiques,
qui est là, écrit par Germaine. Donc à l'intérieur, des recettes pour toutes sortes de pommades, les plantes. Combien il y a de plantes à l'intérieur? Il y a plus de 70 plantes auxquelles on a mis, vous voyez, on a mis la partie à utiliser, les propriétés, les indications. Et vous voyez qu'il n'y a pas dans toutes les plantes qu'on peut faire de la pommade. On peut faire la pommade avec certaines, donc on cherche l'effet qu'on veut obtenir et on fait la pommade avec les plantes qu'on veut. Donc vous conseillez aux gens de faire la pommade soi-même? Oui, le but c'est justement de faire la transmission du patrimoine et je conseille à chacun de faire vos pommades. Alors vous choisissez 2-3 plantes qui vous conviennent, vous choisissez les huiles essentielles que vous aimez et vous faites votre pommade personnalisée. Et puis vous parlez de graisse de chat tout à l'heure, excusez-moi. Ben oui, la graisse de chat, quand on tuait un chat, on gardait la graisse et on faisait une pommade pour les rhumatismes qui est très efficace. Et donc, bon, le chat, il est mort par lui-même. Vous utilisez comme ça les graisses? Oui, on ne tue pas un chat comme on ne tue pas un chien non plus, parce que la graisse de chien est bon pour tout ce qui est de l'asthme, mais on ne va pas tuer un chien pour soigner de l'asthme. Mais lorsqu'on tue un chien, on récupère la graisse. Et moi, personnellement, si j'ai besoin de la graisse de chien, je demande à la police que lorsqu'il tue un chien errant, au lieu de le piquer, qu'on le mène à l'abattoir et je récupère la graisse. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous vient de tradition, de famille, des recettes d'ancêtres? Ah oui, ça c'est tout le monde qui faisait comme ça. Au village, on n'avait pas d'autre moyen de faire les pommades qu'avec les graisses animales. Waouh! En tout cas, c'est très bien, Germaine. Si vous voulez commander une pommade, si vous voulez savoir plus sur les recettes, vous pouvez nous appeler au 022 708 82 22, nous envoyer un email à entrée@tsr.ch ou alors taper la page 320 de votre télétexte, émission Entrée sans sonner, télévision Suisse romande la une. Là, vous trouverez l'email de Germaine, l'adresse email de Germaine, son adresse et puis, bien sûr, le nom du bouquin qu'on a présenté dans les émissions précédentes et puis aussi celui d'aujourd'hui, donc recettes santé de nos grands-mères. Merci beaucoup Germaine, on se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et puis nous demain, alors on se retrouve avec Jean-Robert Probst pour parler aux aînés, Pierre Knecht sera là pour parler de Montremont. On verra aussi un reportage de Sabrina Beregis de notre équipe sur une styliste particulière qui crée une mode gothique, aussi le rappel du troc actif de lundi et puis Jean-Louis Claude avec ses drôles d'histoires. Tout ça c'est demain. Merci beaucoup Germaine, alors on va tous se mettre à faire des pommades. Merci Alexandra. À la semaine prochaine. Merci Germaine. Au revoir. Entrée sans sonner, bonjour. Alors c'est un peu la saison des contes, des légendes et Germaine Cousin-Zermatten parmi nous s'y connaît en contes et en légendes. Bonjour Germaine. Bonjour Alexandra. Pourquoi? C'est une tradition chez vous? Oui, c'était une tradition parce qu'autrefois il n'y avait ni télé ni radio. Les gens se réunissaient en famille et puis nous les enfants on avait besoin d'écouter tous ces contes pour avoir peur, pour avoir un petit peu de frayeur, c'était nécessaire aussi. D'accord, donc vous en avez plein? Oui, on en connaît beaucoup, il y a beaucoup de contes dans le Val-d'Hérens. Beaucoup. Alors, vous avez choisi aujourd'hui un spécifique pour nous? Oui, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du chien de la Chachille, qui est très connu par les gens de ma génération dans toute la vallée. Le chien de la Chachille. Et c'est une dame qui est une amie à vous qui va nous le raconter pour commencer? C'est une amie à moi qui va vous montrer l'endroit où ça s'est situé et moi, je vous raconterai la légende. D'accord, super, on regarde ça tout de suite. C'est la cuite. Je me trouve sur le roc de la Chachille, en face des Rémances et de la Dixence. Ici, il y avait une fois un chien qui était blanc et noir et puis qui traînait les gens dans le roc. Alors les gens n'osaient plus passer et puis depuis lors, ils sont allés à l'évêché faire l'histoire. Alors un évêque est venu bénir l'endroit et depuis lors, on a très peu entendu ce chien qui, soi-disant, était entraîné jusqu'à la borne. Il y a beaucoup d'histoires, mais ma grand-mère racontait que vraiment elle avait vu des choses et que c'était réel.
Nous sommes près d'un endroit qu'on appelle la vieille morte. Alors, soi-disant qu'il y avait une vieille là, qu'on envoyait souvent, qui était là, puis les gens n'osaient pas passer. C'était la nuit, toujours la nuit, parce que les gens voyageaient à pied avec leurs mulets, ils allaient à la foration. Alors, naturellement, quand ils arrivaient de Sion, à 3h30 d'ici, c'était toujours nuit le matin quand ils partaient, nuit le soir quand ils revenaient. C'était comme ça. Moi, je n'y crois pas beaucoup, mais je suis obligée de dire que j'y crois. Parce que moi, je suis pas toute... Je suis entre la vieille école et la nouvelle école. Elle n'y croit pas, mais elle fait semblant d'y croire. Sa grand-mère y croyait, mais on veut la connaître, cette légende, Germaine. Oui, alors ça, c'est une des plus belles légendes qui se racontait dans le Val-d'Héran. C'est pour ça que vous l'avez choisie? C'est pour ça que je l'ai choisie, parce que les gens de ma génération l'ont tous entendu raconter, même plusieurs fois. Alors, il y avait en dessous de Maz, entre Maz et Vernamiège, il y avait, quand les gens remontaient de Sion, à la tombée de la nuit, ils rencontraient un petit chien qui avait 3 pattes et qui avait une tache blanche sur le cou. Et ce chien leur faisait très peur. Et alors, on lui lançait des cailloux. Plus on lui laissait des cailloux, plus le chien venait vers nous. Et on l'a tiré avec un fusil. On a essayé de le tirer plusieurs fois. Il n'y avait rien à faire et on n'arrivait pas à s'en débarrasser. Alors, une fois, on a convoqué tous les meilleurs chasseurs de la vallée, ces chasseurs de chamois et de renards. Et ils étaient plusieurs. Ils ne sont pas arrivés à tuer le chien. Il n'y a rien eu à faire. Ils ont dit, alors ça, il y a quelque chose de pas normal. Ce n'est pas un chien normal. Donc, ils l'ont laissé tranquille et il a trouvé son domaine entre les 2 communes de Maz et de Vernamiège, au lieu-dit La Chachille. C'est pour ça qu'on l'appelait le chien de la Chachille. D'accord. Oui, et alors, il avait son domaine là. Et puis, un jour, il y avait un vieux monsieur de chez nous qui on lui avait raconté qu'on avait vu le chien. Il dit, bah, quelle histoire, tout ça, c'est des histoires et des imaginations, ça n'existe pas. Mais une fois, lui, il est descendu à Sion, puis il est remonté à la tombée de la nuit, il arrive à la Chachille, et voilà que le chien se dresse devant lui, le mulet escape, fait plus un pas, alors que jusque-là, il avait très, très bien marché. Pauvre homme, il a eu peur, il a commencé à avoir des frissons dans tout le corps, comme si on l'avait jeté dans la fontaine. Et alors là, je vous assure que cette fois, il y a cru. Et depuis, il ne dira plus jamais que c'était pure imagination. Alors, les gens des 3 communes qui allaient régulièrement à Sion, ils en avaient assez, une fois, de toujours rencontrer ce chien, parce qu'il y avait des gens qui n'osaient plus monter la nuit, qui attendaient pour le jour pour passer. Alors, ils sont allés trouver un capucin et lui ont demandé de venir le délivrer de cet animal. Alors, le capucin, il était d'accord avec eux, il a dit oui, je vais venir. Puis un soir, entre chien et loup, il est monté, puis il a attendu au chemin que le chien passe, et tout à coup, le chien est arrivé. Alors, le capucin, la jury, il a dit, au nom de Dieu, qui es-tu? Et lui, il dit, moi, je suis l'âme d'un tel. Parce que de mon vivant, je faisais partie du conseil communal de Vernamiège et j'ai vendu des biens, une assez grande quantité de biens communaux qui appartenaient à la commune de Vernamiège sans autorisation. Je ne suis pas damnée, mais le bon Dieu m'a mis en punition ici sous forme de chien. Et voyez la petite tache blanche que j'ai sous le cou, eh bien, je suis en punition là jusqu'à ce que tout mon corps est devenu blanc. Et ça peut prendre du temps. Alors le capucin, il dit, moi je ne peux pas vous enlever votre peine, mais on peut vous changer l'endroit, vous êtes d'accord? Vous allez dans les rochers tout en bas, vers la borgne, au domaine où il y a les renards, et vous laissez tranquille les gens de pays. Et le chien était d'accord, il est allé là-bas. Alors de longtemps, on l'entendait toujours, toutes les nuits, on l'entendait aboyer. Et paraît-il qu'encore de nos jours, des gens de V qui vont arroser à Combioul, à Aussonne, ils
entendent la nuit ce chien. Et ils assurent que ce n'est pas des claquements de renard, c'est vraiment des jappements de petits chiens, chiens de petite taille. Et on est persuadé que c'est toujours encore le même chien. J'espère qu'un jour il sera bientôt délivré. En tout cas, que Dieu lui pardonne. J'espère pour vous, Germaine. Et vous nous avez amené un petit bout de rocher. Alors d'où est-ce que vient ce bout de rocher? Eh bien, ce rocher vient justement du rocher de la Chachille. Donc, c'est ce fameux rocher qu'on voit sur les images, c'est ce fameux rocher où se trouvait tout d'abord ce chien. Oui, où il y avait le chemin qui passait sur ce rocher où le chien avait son habitation. On voit les images. Oui, où le chien avait son habitation. Donc, alors c'est voilà, c'est un bout de ce rocher que je vous ai apporté. Et qu'est-ce qu'on voit encore alors? C'est la région, donc on voit les belles montagnes. Oui. On voit le village. Alors ici on arrive au village, oui, c'est le village de Saint-Martin. On va aller voir plus loin. Ça, vous voyez la belle vue que nous avons. On a un soleil magnifique. On est gâtés. Et là, c'est la maison familiale. C'est là mon père qui l'a construite les années 1935-36. Donc, c'est là que vous avez tout d'abord entendu cette légende? Oui, c'est de là qu'on faisait des bonnes veillées en hiver. Et ensuite, là-dedans, on arrive à Aison, le village d'Aison, qui est aussi le dernier village de la commune habité toute l'année. Il est à 1650 mètres d'altitude. Alors, vous voyez, c'est encore des maisons antiques, des beaux chalets antiques. Très, très jolis. Oui, là, il y en a un qui est sur pilotis, qu'on va voir maintenant. Vous voyez, il y a encore les pilotis. Là, ce sont des vues depuis Aison, qu'on voit la dent des reins. Magnifique, Germaine. Oui. Et vous, alors, vous y croyez à cette légende? J'y ai cru pendant très longtemps parce que j'ai connu des personnes, entre parenthèses, j'ai une amie à Sion qui me dit que quand elle s'est mariée, sa belle-mère lui racontait la légende du chien de la Chachée, et puis elle a dit non, ça c'est pas possible. Elle s'est fâchée, elle a dit si vous n'y croyez pas, vous êtes libre, mais moi je connais des gens qui l'ont vu, et c'est vrai. D'accord. Alors laissons le doute. Pour certains, il faut avoir vu pour croire. Oui. Je vous remercie beaucoup, Germaine. On se retrouvera en janvier. Je vous souhaite de très, très belles fêtes. Vous aurez sûrement de très belles légendes à raconter aux gens autour de vous, n'est-ce pas? Et donc, nous, on se retrouve donc demain. Alors, d'abord, pour toutes vos questions, vous pouvez nous appeler au 022 708 82 22. Vous nous envoyez un email à entrée@tsr.ch ou alors tapez la page 320 de votre télétexte. Et puis demain, alors, on se retrouve avec Jean-Robert Probst. On va donner des conseils aux aînés. Ensuite, c'est Pierre-Yves Favet qui va nous parler des origines de quelques noms de famille. Puis Nelly Tevna sera là et on va parler de Noël scandinave, très très beau les Noëls scandinaves. Et puis à 18h05, on va retrouver le Père Noël avec Antoine. Et puis bien sûr le rappel du troc actif de lundi. Tout ça c'est demain. Merci beaucoup Germaine, excellente fête et en janvier, on se retrouve en janvier. Merci Alexandra. À demain, bye.